Mes chers amis, le Ghana, le Togo et le Tchad sont dans le viseur des organisations terro-impérialistes ou impériales terroristes pour empêcher leur rapprochement vers l'Alliance des États du Sahel. Je vais prendre pays par pays. D'abord le Ghana. Vous le savez, à la fin de l'année passée, il y a eu une élection présidentielle au Ghana qui est un État de droit. Et à l'issue de cette élection, le candidat de l'opposition, John Mahama Dramani, a été déclaré vainqueur. Il a battu le candidat du parti sortant, dirigé par Nana Akufo-Addo, qui bien sûr a tenté une fraude, mais qui n'a pas pu submerger l'état de droit ghanéen pour imposer la victoire de son poulain. La défaite du candidat de Nana Akufo-Addo n'a pas été du goût de Nana Akufo-Addo, mais elle n'a pas non plus été du goût de l'organisation néocolonisée de la CEDEAO. Elle n'a pas été du goût des puissances qui sont les parraines de la CEDEAO. Celles qui voulaient pousser la CEDEAO, par exemple, à attaquer militairement le Niger. Celles qui ont instrumentalisé la CEDEAO en janvier 2022 pour infliger des sanctions illégales, criminelles, inhumaines au Mali, par la suite au Burkina et au Niger. Ces puissances-là ont mal vécu la défaite du candidat du parti au pouvoir. Parce que Nana Akufo-Addo, tout au long de ses deux mandats, s'est comporté comme un parfait valet du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. La défaite, donc, du candidat du parti de Nana Akufo-Addo est un véritable coup de tonnerre, car tous les calculs de la CEDEAO, les calculs de l'OTAN, ont été déjoués. Mais ce n'est pas tout. Le Ghana, il faut le savoir, est un pays qui est entré dans une coopération militaire très avancée avec l'OTAN, au point que c'est l'armée américaine qui s'occupe d'entraîner l'armée ghanéenne à la lutte antiterroriste, lequel entraînement a lieu dans la partie nord du Ghana, celle qui est frontalière du Burkina Faso. C'est dans cette partie-là que l'armée américaine, sous le couvert de l'OTAN, procède aux entraînements et à la formation de l'armée ghanéenne dans la lutte antiterroriste. Or, tout le monde sait très bien que l'invasion terroriste qui a frappé tout le Sahel et toute l'Afrique a été organisée par l'OTAN, puisque c'est l'OTAN qui a détruit pendant 6 mois, en 2011, devant le monde entier, la Libye, assassiné Kadhafi, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. L'alliance politico-militaire de l'OTAN, qui a détruit la Libye, qui a permis l'invasion du Sahel par les groupes terroristes, est la même qui, au Ghana, prétend entraîner l'armée ghanéenne à combattre les terroristes qu'elle a pourtant armés en Libye et dont elle a organisé l'invasion dans tout le Sahel jusqu'au golfe du Guinée. Le changement de présidence à la tête du Ghana augure le risque que le nouveau président ghanéen, qui est issu de la tradition de Jerry John Rawlings et qui est présenté aussi comme un héritier du panafricanisme ghanéen, John Mahama Dramani, le risque est grand que John Mahama Dramani, une fois installé la semaine prochaine dans son fauteuil de président du Ghana, demande à l'armée de l'OTAN de quitter le sol ghanéen. Il faut que vous le sachiez. Demande à l'armée américaine de plier bagage. Il faut que vous le sachiez. Voilà la situation au Ghana et j'ajoute un dernier point. Pour préparer son investiture, le nouveau président ghanéen John Mahama Dramani a dépêché une délégation spéciale chez le président de la Confédération des États du Sahel, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. John Mahama Dramani a demandé à ce que le président Assimi Goïta ou l'un de ses représentants attitrés veuille bien honorer de leur auguste présence la cérémonie d'investiture de son pouvoir. Cette démarche ghanéenne n'est pas du goût des maîtres de l'ancien pouvoir. Elle n'est pas du goût de la CEDEAO. Elle n'est pas du goût de l'OTAN. Elle n'est pas du goût des néocolonialistes et des impérialistes qui pressentent que cette visite, cette offre, cette ouverture diplomatique proposée par le Ghana est une manière pour John Mahama Dramani, le nouveau président élu du Ghana, de préparer un rapprochement du Ghana vers l'AES en même temps que la fin, du séjour des troupes américaines, des troupes de l'OTAN sur le sol ghanéen. Cela augure tout naturellement aussi une radicalisation de la lutte antiterroriste sans l'appui des puissances de l'OTAN. Or, une enquête du média officiel européen Reuters à la fin de l'année 2024 a établi que le nord du Ghana était une base arrière des groupes terroristes qui bénéficiaient d'une attitude passive du régime de Nana Akufo-Addo. Vous avez tous suivi cela. Donc l'arrivée de John Mahama Dramani à la tête du Ghana sème un vent de panique parmi les groupes terroristes et leurs sponsors internationaux. Les groupes terroristes paniquent, l'OTAN panique, toutes les puissances néocolonialistes paniquent. Pourquoi? Parce que John Mahama Dramani, peut déloger toutes les forces de l'OTAN en un seul décret, en donnant un délai. John Mahama Dramani peut radicaliser le combat de l'armée ghanéenne contre les groupes terroristes qui se réfugient au nord du Ghana. Et il peut le faire en association avec l'armée burkinabé, avec l'armée nigérienne, avec l'armée malienne, c'est-à-dire avec la Confédération des États du Sahel. Tout cela, il ne savait pas que c'est ce qu'il allait faire. Voilà pourquoi la pression est en train d'être mise
par les terroristes sur le nouveau président ghanéen, alors même qu'il n'est pas encore installé dans son fauteuil. Ils se sont mis à brûler tous les marchés au Ghana. Ils se sont mis à brûler tous les marchés au Ghana. J'ai regardé les images du grand marché du vêtement à Accra qui vient d'être brûlé. La totalité du marché a été brûlée. Alors même qu'il y a des sapeurs-pompiers à Accra et qu'ils sont intervenus dès qu'ils ont pu. Et qu'ils sont intervenus d'ailleurs très tôt. La totalité du marché a brûlé. Pour qu'un marché d'une telle taille, d'une aussi grande superficie brûle entièrement, il est nécessaire que les pyromanes aient mis le feu à plusieurs endroits du marché en même temps. Donc il ne s'agit pas d'une cause accidentelle. Parce que quand il y a un incendie accidentel dans un marché, il commence à un point A et puis il va continuer vers des points B, C, D, E, F, etc. On voit la progression de l'incendie à partir de sa cause. Alors que le marché d'Accra, il a été brûlé à partir de plusieurs positions. Et on sait donc que c'est un incendie criminel. Ce n'est pas un incendie accidentel. Ce marché a été brûlé à partir de plusieurs positions à la fois. C'est-à-dire que c'est un groupe terroriste, pyromane, qui a mis le feu au marché. Littéralement, il a quadrillé le marché. Ils ont lancé au moins, je ne sais pas, au moins 25 sources de feu dans le marché. De cette façon que quand les pompiers arrivent, ils ont affaire à un incendie total. Ils n'ont pas affaire à un incendie local qui progresse. C'est tout qui brûle en même temps. Il faut même faire l'hypothèse que les pyromanes aient utilisé des explosifs pour détruire la totalité du marché. D'accord? Très bien. Donc, voilà ce qui se passe au Ghana. Les attaques de marché sont des avertissements que les groupes terroristes font au nouveau pouvoir ghanéen pour lui dire, si vous ne poursuivez pas la même politique que Nana Akufo-Addo, nous frapperons le Ghana et vous-même, nous finirons par vous frapper. On passe au deuxième pays dans ma liste, c'est le Togo. Le Togo de Faure Gnassingbé est un pays qui a deux difficultés fondamentales. Sa première difficulté, c'est que c'est un pays dont le régime n'est pas véritablement légitime parce que c'est un régime qui est arrivé au pouvoir par coup d'État et qui est resté au pouvoir par une succession de coups d'État civils ou de coups d'État constitutionnels. Donc c'est un régime qui souffre d'un vrai problème de légitimité. Et ce problème de légitimité a débouché sur la non-réconciliation nationale. Les Togolais sont fortement divisés par la manière violente dont le régime issu de la dictature france-africaine du père Eyadema se poursuit par son fils. Ce n'est pas une république démocratique, il s'agit d'une monarchie présidentielle. C'est ce que c'est le Togo. Quand vous êtes de bonne foi et quand vous connaissez l'histoire de ce pays, vous savez que ce pays n'est pas encore un état de droit. Un pays ne peut pas être une démocratie s'il n'est pas d'abord un état de droit. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas un pays dans lequel le citoyen est protégé de la brutalité du pouvoir exécutif par la loi. Non. Dans ce pays, c'est le pouvoir exécutif qui fait la loi. Et ça, c'est un problème fondamental de toutes les dictatures africaines. Dès lors que c'est le pouvoir exécutif qui fait la loi, le président en exercice dispose de la vie de tous ses citoyens, tous ses concitoyens. Il dispose de leur liberté. Il dispose de tous les pouvoirs, des droits de vie ou de mort sur son peuple. Ça, c'est un problème que le Togo a. Deuxième problème que le Togo a, son système sécuritaire est en partie dépendant de forces néocolonialistes et impérialistes occidentales. Par exemple, les experts militaires et sécurocrates d'Israël continuent à jouer un rôle important dans l'appareil de sécurité du Togo. Or, Israël et ses experts militaires, mais ce sont les gens de l'OTAN. Ce sont les gens de l'OTAN. Or, l'OTAN, vous le savez très bien, c'est la coalition qui a détruit la Libye, qui a assassiné Kadhafi, qui a organisé l'invasion du Sahel et qui veut, à travers cette déstabilisation structurelle, imposer ses bases militaires sur tout le continent africain. Rien que les États-Unis, la grande puissance directrice de l'OTAN, ils disposent de plus de 800 bases militaires dans le monde. Et ils ont un pion avancé au Togo. Le régime togolais est en intelligence avec les forces otaniennes pour son système sécuritaire. Voilà sa deuxième faiblesse. Première faiblesse, c'est un régime qui n'est pas réconcilié avec son peuple à cause de sa pratique autoritaire, autocratique. Deuxième faiblesse, c'est un régime qui dépend encore des réseaux sécuritaires néocolonialistes et impérialistes otaniens. Mais de l'autre côté, le président Faure Gnassingbé s'est démarqué des autres chefs d'État de la CEDEAO en adoptant une attitude fraternelle envers les pays de l'AES. Il a refusé de s'aligner sur la ligne dure contre le Mali, la ligne dure contre le Burkina Faso, la ligne dure contre le Niger. Il a même proposé le port de Lomé comme voie de sortie et d'entrée des marchandises des pays de l'AES pour compenser l'embargo criminel que le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire avaient envisagé contre ces pays-là, même le Ghana. Donc, le président Faure Gnassingbé s'est mis dans une situation littéralement ambiguë, avec littéralement le cul entre deux chaises. D'un côté, l'allégeance qui se perpétue au système sécuritaire et à la tutelle sécuritaire de l'OTAN à travers son propre appareil sécuritaire, qui est largement issu du néocolonialisme, du colonialisme français et de la tutelle otanienne. Il a ce côté-là. Et puis de l'autre côté, il y a cette ouverture, il y a cette lucidité, il y a cette reconnaissance qu'il apporte au processus politique en cours au Mali
au Burkina Faso et au Niger. Et ça, c'est un fait incontestable. Il m'a fallu du temps pour que mes frères et amis de la résistance de l'opposition togolaise comprennent cela. Parce que certains opposants togolais ont persisté dans cette espèce de naïveté géopolitique qui consistait à ne pas voir que la politique étrangère du Togo vers l'AES était un avantage, c'était un atout de Faure-Gnassingbé. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, moi je le critique, je déteste tous les dictateurs africains. Donc je ne suis pas un soutien de M. Faure-Gnassingbé. Je connais quelques-uns de ses ministres, d'accord, mais je ne le soutiens pas. Parce que je l'attends sur le terrain fondamental, eh bien, de l'émancipation de mon peuple, le peuple africain du Togo. Mais c'est pas parce que je ne le soutiens pas que je ne dois pas reconnaître qu'il a, sur le plan diplomatique, fait des choses positives vers le Mali, vers le Burkina Faso et vers le Niger. La preuve, ceux-là même qui soutiennent sur tous les réseaux sociaux, les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, ne leur en veulent pas des bonnes relations qu'ils entretiennent avec le président togolais. Vous savez, dans la vie, il faut avoir le courage de ses positions. Si vous n'êtes pas capable d'en vouloir au président Assimi Goïta, au président Ibrahim Traoré ou au président Abdourahmane Tiani parce qu'ils ont de bonnes relations avec le président togolais, cela veut dire que vous avez bien compris qu'il y a une réalité politique là, à savoir que l'attitude de la diplomatie togolaise envers les pays de l'AES est globalement une attitude positive. Ceci est vrai que cela vous plaise ou pas. Grandir en politique, c'est cela. Donc, chaque fois que l'AES, on a voulu encercler l'AES, on a voulu isoler l'AES, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger, le président togolais a ramé à contre-courant. Quelle est la conséquence? La conséquence en est que les terroristes se sont mis à frapper sévèrement le Togo. Et voici maintenant 1 an et demi que le Togo est victime de la stratégie de l'attaque contre ses marchés. En 2023, un grand marché togolais a été brûlé. Exactement comme le marché ghanéen qui vient d'être brûlé. Le marché a été attaqué à partir de plusieurs positions. Il a été complètement brûlé. C'est la même stratégie qui vient d'être employée à cette fin d'année. En septembre 2024, un autre marché togolais a brûlé. En décembre 2024, ils ont rebrûlé un autre marché togolais. Les terroristes frappent le Togo. Pourquoi? Pour dire à Faure-Gnassingbé, on ne peut pas avoir deux maîtres. Soit tu es avec l'AES et donc vous êtes dans la Confédération des États du Sahel et vous êtes contre nous, la CEDEAO et les néocolonialistes français et les impérialistes otaniens en général. Soit tu es avec nous et tu dois être contre l'AES, contre Assimi Goïta, contre Ibrahim Traoré et contre Abdourahmane Tiani. La pression sécuritaire sur le Togo a augmenté considérablement ces dernières années. Plusieurs positions de l'armée togolaise ont été sévèrement attaquées. Des dizaines de soldats togolais ont été assassinés. Et maintenant, on attaque le tissu économique togolais. Parce que je viendrai tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'ils brûlent les marchés. Il faut que vous sachiez. On attaque le tissu économique togolais dans un but précis. Si on attaque les marchés, c'est dans un but précis. Il faudrait que vous réfléchissiez aux conséquences des attaques contre les marchés. Qu'est-ce que ça va provoquer dans le pays? Et là, vous saurez qu'il s'agit vraiment d'une opération de déstabilisation. Je passe au troisième pays. Le troisième pays à prendre en considération, c'est le Tchad. Le Tchad, d'abord, est un pays qui, depuis les années 60, a rarement connu une période de stabilité. Il a été conçu que le Tchad ne soit jamais stable, parce que c'est un pays immense et au sous-sol riche, notamment en hydrocarbures. Le maître colonial et néocolonial français n'a jamais voulu d'un Tchad stable, parce qu'un Tchad stable signifiait que les ressources naturelles énormes du Tchad risquent d'être entièrement contrôlées par le peuple tchadien et ne soient pas à la merci du capitalisme d'État français et bien sûr de l'impérialisme occidental. Vous connaissez le modèle. Et il ne faut pas laisser les pays africains bénéficier d'une stabilité durable, parce que s'ils ont une stabilité durable, ils vont imposer un prix élevé de leurs matières premières. Mieux, ils vont s'industrialiser. S'ils s'industrialisent, cela signifie que les pays du Nord ne seront pas sur le marché économique international et géopolitique international, eh bien les tutelles. Ils ne seront pas les tenants de la plume à l'ONU. Ils cesseront d'être les puissances possédant un précaré, une zone d'influence ou un dispositif socle. Donc il a été conçu dès la pseudo-indépendance du Tchad dans les années 60 que le Tchad ne soit jamais en paix. Voilà pourquoi les puissances colonialistes ont constamment armé des factions tchadiennes opposées pour que les Tchadiens s'entretuent. J'ai un très bon livre ici d'Anne-Sophie Poiré intitulé « Mon pays vend des armes » dans lequel elle explique comment, en très peu d'années, notamment sous le magistère de M. Jean-Yves Le Drian comme ministre des Affaires étrangères de la France, comme ministre de la Défense de la France est passée de 1 à 5 en termes de chiffre d'affaires en matière de vente d'armes. Elle est passée de 4 milliards à 20 milliards de chiffre d'affaires, de bénéfices même en matière de vente d'armes, sous Le Drian, ministre de la Défense. Alors, dans ce livre-là, Anne Poiré revient sur l'épisode de la guerre entre le Tchad et la Libye. Et elle révèle que des experts militaires français travaillaient aux côtés de l'armée libyenne pour combattre l'armée tchadienne et d'autres experts militaires français travaillaient aux côtés de l'armée tchadienne pour
pour combattre l'armée libyenne. Bref, la guerre tchado-libyenne était l'occasion pour les grands vendeurs d'armes de France de tester leurs armes avec la chair des Libyens d'un côté et des Tchadiens de l'autre. Ça se passait comme ça. Il y avait des experts militaires officiels français des deux côtés. Tchadiens et Libyens s'entretuaient. On avait Kadhafi d'un côté, Hissène Habré de ce côté. On avait Goukouni Wedei soutenu par Kadhafi d'un côté. On avait Hissène Habré d'un côté. Et puis des deux côtés, il y avait des experts militaires qui leur vendaient des armes françaises pour qu'ils s'entretuent. Anne-Sophie Poiret, le livre là est là. Elle a documenté ça. Donc le Tchad, on n'a jamais voulu que le Tchad soit en paix. On a toujours entretenu la guerre au Tchad. Parce que si le Tchad est en paix, le peuple tchadien réconcilié, apaisé, va se développer. Il va produire l'une des plus belles civilisations matérielles, des civilisations esthétiques, civilisations politiques d'Afrique. Il ne faut pas que le Tchad soit en paix. On a instillé dans la mentalité tchadienne la méfiance entre le nordiste et le sudiste. Comme dans tous nos pays issus des colonisations, on a créé dans la mentalité des gens le fait que leurs compatriotes, dont les villages sont à 600 km, 500 km de leur village, ne sont pas leurs frères. On a mis dans la tête de la Tchadienne et du Tchadien que celui qui n'est pas de son ethnie n'est pas son frère. Et que la politique n'est rassurante que quand celui qui exerce le pouvoir est de son ethnie. Ça a été fait exprès, en sachant qu'il y a beaucoup d'ethnies au Tchad. On savait que les Tchadiennes, les Tchadiens ne s'entendraient jamais une fois qu'on leur a inculqué cette idéologie. Mais c'est comme cela que mon pays natal, le Cameroun, est bloqué. C'est pour ça que le Cameroun est bloqué. C'est pour ça que la République démocratique du Congo que vous voyez là est bloquée. On a mis ça dans le crâne des gens. C'est pour ça que le Congo-Brazzaville est bloqué. On a mis ça dans le crâne des gens. Quand le président n'est pas de ton ethnie, c'est pas bon. Et les présidents successifs se sont amusés avec ça pour solidariser mécaniquement les ressortissants de leur groupe ethnique. Ils ont reproduit la stratégie, la tactique du colon, diviser pour mieux régner. Oui, on a bloqué le Tchad de cette façon-là. On l'a destiné à être un pays instable. On a créé une guerre au nord. On a créé une rivalité entre les Goran et les Arawa, tout en les laissant côte à côte de temps en temps. On a opposé les sudistes aux nordistes et désormais, on est sûr qu'un sudiste face à un nordiste, il se comporte comme si c'était un Bantou face à un Norvégien. Voilà. Un nordiste, quand il voit un sudiste, au Tchad, il a l'impression que lui, le nordiste, là, il est en train de rencontrer un Chinois. Il aime même plus le Chinois que le sudiste. On a mis ça dans le crâne de mes frères. On a mis ça dans le crâne de mes sœurs. Et ils ont grandi comme ça. Au point que quand tu leur expliques à certaines Tchadiennes, à certains Tchadiens, le mal dont le continent souffre, les larmes coulent seulement. Parce qu'ils reconnaissent que cette haine est en eux. Et il y a eu du sang qui a coulé. Le sang qui a coulé au Tchad est indicible. C'est un sang énorme. Cette stratégie de diviser pour régner, qui a présidé à la création de l'État moderne du Tchad. Cette stratégie fait que dans ce pays, la politique et la mort sont intimement liées. Quand toi-même tu t'engages en politique au Tchad, ta famille même sait que ton espérance de vie est réduite. C'est vrai que tu sois président ou que tu sois seulement chef d'un tout petit parti politique. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à te tuer. Et ce quelqu'un-là, c'est une Tchadienne, c'est un Tchadien, comme toi, à qui on a dit, ceux-là ne sont pas comme toi. Dès qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, tue-les. Voilà le blocage du pays. Donc le Tchad est dans cette situation, et c'est une situation dans laquelle le néocolonialisme et l'impérialisme ont toujours été très à l'aise. Ils ont organisé toutes les guerres du Tchad. Ils ont armé les factions. Chaque fois que le Tchad a voulu, que ce soit sous Félix Maloum, que ce soit sous Ngarta Tombalbaye, que ce soit sous Goukouni Wedei, que ce soit sous Hissène Habré, que ce soit sur Idriss Déby Itno, même que ce soit sous Mahamat Idriss Déby Itno, chaque fois que le Tchad a voulu faire quelque chose de tchadien, on a actionné tous les facteurs de division du pays pour que les Tchadiens s'entretuent. Et ainsi que le Tchad reste sous la tutelle du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Et vous pouvez appliquer le schéma que je vous donne là à toutes les anciennes colonies. C'est la stratégie. Ne jamais les laisser en paix. Et vous comprenez pourquoi dans leur villa à Niamey de l'Union européenne, la devise était marquée. La paix, on peut l'éviter. La paix, on peut l'éviter. Ce qui fait que ça demande beaucoup de travail pour déraciner cette haine de soi, cette haine entre soi qu'il y a entre l'Africaine et l'Africain, qui ont été lobotomisés par le colonialisme, par la dictature, par l'ignorance, par l'hypocrisie qui naissent dans ces conditions et se développent à foison. Voilà la situation du Tchad. Un pays où tout le monde a peur de tout le monde. Par conséquent, où tout le monde est prêt à tuer tout le monde. Voilà la situation de mon peuple. Que tu rencontres les plus hautes autorités ou que tu rencontres le plus humble des citoyens, la mort flotte dans l'air au Tchad. La mort flotte dans l'air au Tchad. Mes frères et sœurs tchadiens, comme l'écrasante majorité des peuples africains, vivent avec la peur de la mort violente. Ils vivent avec ça et ils dorment avec ça. Ils dorment avec la peur d'être tués. Ils se réveillent avec la peur d'être tués. Ils s'exilent avec la peur d'être tués. Ils reviennent d'exil avec la peur d'être tués. Ils essayent de faire de la politique avec la peur d'être tués. Et on leur a appris un réflexe, tue le premier si tu peux. Pour sauver ta peau,
Tue le premier, si tu peux. Tant pis pour toi si tu n'es pas le premier à tuer. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce Tchad que le néocolonialisme pensait maîtriser, dans ce Tchad où on a imposé, après Idriss Déby Itno, son fils, Mahamat, le néocolonialisme était sûr de maîtriser la situation. Mais alors que nous avons prévenu qu'il y aura de très grandes surprises dans ce 21e siècle africain, nous n'avons pas été écoutés. Qu'est-ce qui s'est passé? Mahamat Idriss Déby Itno, qui est un militaire de formation comme son père, se retrouve avec son armée sévèrement attaquée dans le lac Tchad. Il se lève pour aller combattre ceux qui sont en train de tuer ses camarades. Parce que c'est la tradition des dirigeants militaires tchadiens de toujours participer eux-mêmes aux opérations militaires pour ressouder la solidarité de leur armée avec eux. C'est leur tradition. Quand il va là-bas, il demande à la communauté internationale occidentale et notamment il demande à son partenaire traditionnel qui a contribué à sa propre formation, la France, de l'aider à combattre les terroristes. Silence radar, motus bouche cousue. Mahamat Idriss Déby Itno comprend alors que, en fait, malgré tous ses efforts pour ne pas voir la réalité en face, la déstabilisation du Tchad est une condition de la domination néocoloniale et impérialiste sur le Tchad. Et que lui, en fait, est conçu comme quelqu'un qui est chargé de faire semblant d'être le maître du Tchad pendant qu'on va le troubler. Et lui, il sera simplement là pour réparer de temps en temps les pots cassés et gérer le pays comme il peut. Jusqu'à ce qu'on trouve son successeur ou que l'un de ses fils s'impose à son tour comme lui s'est imposé après son père. Mahamat se rend compte qu'il vient de commencer, depuis 2021 à la tête du Tchad, une carrière de pantin, d'instrument, une carrière de marionnette du néocolonialisme et de l'impérialisme. Et que c'est dans tout ça là que lui-même risque de trouver la mort comme son propre père. Ah! Mahamat dit, je suis fasciné par le pouvoir, je suis né dans la maison d'un président, je suis fils d'un président, je suis fasciné par le pouvoir me plaît, j'ai pas envie de lâcher le pouvoir. Mais mon père a fait 27 ans comme ça et il a fini allongé par terre parce qu'il a parlé, parce qu'il a critiqué, parce qu'il a remis en cause l'instrumentalisation qui lui a été imposée. Moi-même aussi, c'est ce qui m'attend. Mais est-ce qu'il ne faut pas que je fasse quelque chose d'autre? Est-ce qu'il faut que j'ai la patience de mon père qui a attendu trop longtemps avant de prendre son courage à deux mains? Est-ce qu'il vaut mieux pas mieux, même si je dois mourir, que je meure pour avoir fait quelque chose que mon père n'a pas pu faire? Voilà la question qui s'est posée dans le cœur de Mahamat Idriss Déby Itno. Et voilà pourquoi, alors même que personne ne s'y attendait, le ministre des Affaires étrangères de la France venait de rendre visite au Tchad. Il venait d'être reçu au palais présidentiel. Contre toute attente, Mahamat Idriss Déby Itno est sorti et a rompu les accords de défense et de coopération militaire entre le Tchad et la France, qui dataient des années 70. Il les a rompus. Alors, j'ai vu plusieurs de mes frères et sœurs opposants tchadiens dire que ça n'a aucune valeur. Méfiez-vous. La rupture des accords a une valeur. Parce que ces accords sont ce qui donne à la domination une forme juridique. Ces accords sont ce qui permet à la domination d'avoir l'imprimatur du droit international. La rupture de ces accords est un fait inédit dans l'histoire politique tchadienne. Que vous aimiez Mahamat Idriss Déby Itno ou non, vous êtes obligé de reconnaître qu'il a posé un acte révolutionnaire. Moi, personnellement, je ne l'aimais pas du tout. Je ne l'aime pas du tout en raison des conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir et des actes de barbarie qu'il a posés contre le peuple tchadien. Je l'ai dit et je le répète, je ne cautionne aucun de ces actes. Mais Mahamat Idriss Déby Itno est un Tchadien, c'est un homme. Il est sur la terre de ses ancêtres au Tchad. Même s'il est héritier d'une dictature, il est toujours possible à cet homme d'agir de telle sorte que le sort du Tchad, le sort auquel le Tchad a été destiné, d'être une terre en guerre permanente, que ce sort soit changé. Il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. La décision qu'il a prise là, c'est une bonne décision. Vous pouvez retourner la décision là dans tous les sens possibles. C'est une bonne décision, dans l'intérêt du peuple tchadien. Elle oblige les Tchadiennes et les Tchadiens à apprendre à vivre ensemble sans être sous la tutelle d'un maître néocolonial. Elle enlève sur les Tchadiens la pression d'être sous surveillance. Elle les oblige à se regarder en face et à trouver une solution pour vivre ensemble ou périr ensemble. Cette décision, j'ai déjà dit les 5 raisons pour lesquelles il l'a prise. La première raison, il a tiré les leçons de la faim que son père a connue. La deuxième raison, il a noté la non-assistance à Tchad en danger de la part de la puissance française et il l'a dit dans son allocution au mois de décembre que l'accord de coopération était devenu obsolète, inutile, puisque sur le terrain, la présence de l'armée française n'apportait pas un plus à l'armée tchadienne dans la lutte antiterroriste. Deuxième raison. Troisième raison, il en avait marre de toutes les affaires judiciaires qui sont suscitées à Paris contre lui, alors que lui ne suscite pas des affaires judiciaires en N'Djamena contre ses homologues français. Quatrième raison, Mahamat Idriss Déby Itno sait qu'on aurait bien voulu que le Tchad serve toujours de base arrière pour déstabiliser la confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas été coopératif. Sinon, le front est du Niger serait actuellement en ébullition. Sinon, les troupes nigériennes seraient attaquées sur tout le long de la frontière tchadienne avec fureur. Mahamat Idriss Déby Itno a refusé jusqu'ici
Aussi, il a refusé de servir de base arrière pour attaquer le Niger. Pourquoi? Parce qu'en tant que militaire, il a conscience du fait que son pays est très instable. Et s'il s'aventure à servir de base arrière pour attaquer le Niger, il augmente les chances qu'à un moment qu'un mouvement, une alliance de mouvements rebelles s'unissent contre lui, fonde sur N'Djamena et le chasse du pouvoir. Pourquoi? Parce que sa frontière avec le Soudan est fragile. La guerre entre Hemeti et Al-Burhan. On observe d'ailleurs que Mahamat Idriss Déby Itno est en train de changer d'alliance. Au départ, il était très proche de Hemeti, mais maintenant, il est en train de se rapprocher de Burhan, c'est-à-dire de la légalité de l'État soudanais. Il ne veut pas ouvrir un front extrêmement vivant, à sa frontière ouest avec le Niger, parce qu'il y a déjà le front à la frontière nord. Les mouvements de rébellion sont positionnés au sud de la Libye, prêts à fondre. Et en Centrafrique, la politique ambiguë de Touadéra fait que la frontière tchadio-centrafricaine n'est pas une garantie pour lui. Sans oublier que toute la zone du lac Tchad, infestée par Boko Haram, est fragile au Cameroun, elle est fragile au Nigeria, elle est fragile au Niger, comme elle est fragile au Tchad. Mahamat Idriss Déby Itno, en stratège militaire, a compris qu'il ne lui faut pas laisser s'ouvrir autant de fronts. S'il y a tous ces fronts qui sont ouverts, les gens vont lui tomber dessus en N'Djamena. Donc il a fait son analyse et il a dit, moi, je ne vais pas me mêler d'attaquer l'AES. Je ne vais pas jouer au jeu du Nigeria, au jeu du Bénin, au jeu de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne joue pas ça. Voilà la raison pour laquelle Mahamat Idriss Déby Itno, le président maréchal, comme on l'appelle désormais, dans le discours qu'il a donné le 31 décembre 2024, a dit publiquement ceci. Je sais que les décisions que j'ai prises vont nous valoir une attaque massive. Je sais qu'il y aura des conséquences contre nous. Je sais même que on va profiter de cela pour soutenir certains Tchadiens contre nous. Mais je sais que la décision que j'ai prise, historiquement, sera marquée dans les annales de l'histoire. Je sais aussi que j'ai le chantier extraordinairement important de la réconciliation du Tchad et du développement du Tchad à réaliser. Si j'échoue à développer le Tchad, si j'échoue à réconcilier les Tchadiens, je ne pourrai pas tirer tout le bénéfice d'avoir posé un pas de plus vers la souveraineté réelle et totale du Tchad. C'est le discours qu'il a tenu le 31 décembre 2024. Et je voudrais dire que les idées que l'on a retrouvées dans ce discours, votre serviteur vous les avait exposées ici. Dans son analyse, non seulement la reconnaissance positive de l'acte du président Mahamat Idriss Déby Itno, mais en même temps dans la critique de sa situation, je lui avais dit, Monsieur le Président, l'acte de souveraineté que vous avez posé vous inscrit dans la grande histoire africaine. Mais cette inscription, elle est écrite au crayon effaçable. Tant que vous n'avez pas à réconcilier les Tchadiennes et les Tchadiens, enlever dans le cœur de la Tchadienne et du Tchadien la peur de la mort à cause de la politique. Tant que vous n'avez pas permis à vos frères et sœurs qui vivent en exil de rentrer en paix dans leur pays et d'y bénéficier de la protection d'un véritable état de droit, votre acte-là risque d'être gommé. J'ai aussi dit, tant que le Tchadien et la Tchadienne, quelle que soit la région du Tchad dans laquelle ils vivent, ne voient pas leur niveau de vie s'améliorer de manière notable, Monsieur le Président, votre décision historique de libérer le Tchad de l'occupation des forces néocolonialistes occidentales, cette décision risque d'être amenuisée et balayée par la violence de l'histoire. Vous vous souvenez que j'ai dit ça? Moi, je fais ma critique politique en mondovision. Et vous êtes mes témoins. J'ai entendu les grincements de dents de mes frères et sœurs, un certain nombre de membres de l'opposition tchadienne. Oh, le professeur, il est en train de soutenir maintenant la dictature contre le peuple tchadien. J'ai fait mon doigt comme ça pour parler à mes frères et sœurs en question. C'est vous qui avez applaudi Masra quand il est allé à Kinshasa partager le pouvoir avec Mahamat Idriss Déby Itno. C'est vous là. C'est vous qui chialez maintenant plus que tout le monde. Quand Masra allait là-bas, j'avais dit que c'est une erreur de sa part. Parce que ça veut dire qu'il n'est plus l'incarnation de l'espoir du Tchad, d'avoir un état de droit. À partir du moment où il est allé partager le pouvoir avec Mahamat Idriss Déby Itno à Kinshasa, sous l'égide de Félix Tshisekedi et de la France-Afrique, il venait d'apporter à Mahamat Idriss Déby Itno la légalité et la légitimité qui lui manquaient. Les mêmes qui se plaignent maintenant que nous saluons la décision de souveraineté du président Mahamat Idriss Déby Itno étaient très contents quand Masra a été nommé Premier ministre. Mais Masra, il a été nommé Premier ministre avec le soutien de qui? C'est le peuple tchadien qui l'a nommé Premier ministre. C'est une élection qui lui a permis d'être Premier ministre. Ou c'est une négociation politico-politicienne avec Tshisekedi, avec Mahamat Idriss Déby Itno. Quand ils sont allés là-bas, ils se sont partagés le pouvoir. Il a accepté d'être le Premier ministre du président qu'il prétendait vouloir battre aux élections. Toi, tu as vu ça où? Depuis quand tu as vu un Premier ministre nommé par un président le battre aux élections dans une république autocratique africaine? Tu as vu ça où? Donc, je rappelle à ceux qui sont là, mes frères et sœurs tchadiens qui se plaignent. Ah, le
professeur, il est en train de soutenir maintenant un autocrate contre le peuple tchadien. Je dis, hey, c'était pas vous qui étiez derrière Masra pour être Premier ministre, Mahamat. Donc arrêtez cette diabolisation absolue de Mahamat Idriss Déby Itno. Elle n'est plus possible puisque Masra a succès, lui a reconnu le statut de président. À partir de là, il a acquis l'égalité et légitimité dans le pays. Il est votre président. C'est le leader de votre opposition là. C'est lui qui allait le reconnaître. Donc ne venez pas pleurer ici. Maintenant, il faut passer à la phase de la réconciliation. Il faut passer à la phase du développement. C'est vous-même, votre leader, qui est allé légitimer Mahamat Idriss Déby Itno à Kinshasa. Si Masra succès n'était pas allé là-bas, Mahamat Idriss Déby Itno souffrirait toujours d'un déficit de légalité et de légitimité. Sa légitimation, c'est la participation de Masra. Félicitez Masra. Et c'est pour ça que je l'ai appelé échec. Et je lui avais dit que dès qu'il aura été utilisé pour légitimer Mahamat Idriss Déby Itno, lui, Masra, là, il sera froissé. Il sera froissé comme un vieux Kleenex et il sera jeté dans une poubelle. Et puis on ne parlera plus de lui. C'est ce qui est en train d'arriver. Il est dedans actuellement. Et il ne pourra plus, avec le même courage, obtenir que des Tchadiennes et des Tchadiens sortent dans la rue pour risquer leur vie à cause de lui. Les Tchadiens et les Tchadiens ont déjà noté que ce monsieur-là, pour un poste de Premier ministre, il peut oublier notre sacrifice. Donc quand il va recommencer, ah, Tchadien, Tchadienne, c'est le leader serviteur qui vous appelle. Les Tchadiens vont dire, le professeur Yamsi t'a appelé échec. Il te connaît bien. On est déjà vacciné avec toi. Cherchons l'état de droit, cherchons la réconciliation, cherchons la souveraineté, cherchons à extirper le règne de la mort parmi nous. Nous sommes tous des Tchadiennes et des Tchadiens. Voilà, à cause donc de ce pas de géant, avec le rapprochement potentiel du président Mahamat Idriss Déby Itno vers l'alliance des États du Sahel, je le préviens que les attaques du lac Tchad ne sont rien à côté de ce qui arrive. Et voilà pourquoi j'ai lancé un signalement en observant ce qui s'est passé au Ghana et au Togo en disant, oh, Tchadiennes, Tchadiens, autorités tchadiennes, surveillez les marchés. Les marchés du Tchad vont être attaqués comme ceux du Togo et du Ghana dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Vous viendrez ici me dire, c'est ce que vous aviez dit. Bon, je conclus ce point. Pourquoi attaque-t-on? Pourquoi les terroristes attaquent-ils les marchés? C'est important que vous sachiez l'enjeu de l'attaque terroriste contre les marchés. Les marchés sont les lieux où les hommes et les femmes viennent échanger les richesses qui ont été produites dans le pays, soit par la production nationale, soit par l'importation. Donc en attaquant les marchés, on détruit une zone d'intersection fondamentale entre l'offre et la demande. L'économie fonctionne aussi sur la base de la loi de l'offre et de la demande. L'offre et la demande, où se rencontrent-elles dans un système économique? C'est au marché. Si on détruit le marché, l'offre est détruite, la demande est détruite. Donc, l'attaque contre les marchés a un effet immédiat sur la société. Des micro-entreprises vont fermer parce qu'on a détruit leurs entrepôts. Beaucoup de gens stockent leurs marchandises dans le lieu du marché, où ils ont un magasin et puis un lieu d'exposition et de vente. Donc, quand on brûle le marché, on a brûlé des stocks. On a donc détruit le capital. On a aussi détruit, en brûlant le marché, on détruit aussi les capitaux financiers. Parce qu'il y a plusieurs entreprises possédant des magasins au marché qui se ferment très bien, qui laissent des fonds de caisse, qui laissent de l'argent, notamment de l'argent sous forme de billets de banque, à l'intérieur de leur caisse stratégique au marché, en sachant que c'est fermé et même que c'est protégé par des gardiens. Quand on brûle le marché, on brûle de l'argent. On brûle de l'argent liquide. Donc les gens ont des pertes financières, non seulement en marchandises, mais ils ont des pertes fiduciaires, ils ont des pertes en argent. Quand on a brûlé le marché comme ça, plusieurs entreprises ferment, plusieurs petites et moyennes entreprises ferment. Mais la conséquence, c'est aussi que pour renouveler les marchandises, pour pouvoir acheter ce qui a été brûlé au marché, les consommateurs sont obligés de payer plus cher. Puisque brûler les marchés produit de la rareté et que la rareté entraîne l'augmentation des prix, brûler les marchés, c'est une bonne manière de provoquer une inflation, une hausse vertigineuse des prix des matières premières, des produits de base dans le pays. Donc, en fait, brûler les marchés accélère la crise économique et sociale dans un pays. Brûler les marchés accélère la crise économique et sociale dans un pays. Vous venez de comprendre pourquoi ils attaquent les marchés? Ils attaquent les marchés pour provoquer artificiellement des crises économiques et sociales sévères qui vont soulever les populations contre les régimes en place. On brûle les marchés au Ghana pour que le Ghana soit rapidement ingouvernable. Que les Ghanéennes et les Ghanéens soient dans la rue contre John Mahamad Dramani. Et que John Mahamad Dramani soit obligé de se mettre à genoux, comme Nana Akufo-Addo, devant le FMI et la Banque mondiale. On brûle les marchés au Togo pour que le peuple togolais finisse par se révolter contre Faure Gnassingbé et que Faure Gnassingbé soit obligé de faire la volonté des maîtres néocolons impérialistes et de continuer la spirale d'endettement de l'économie togolaise auprès du FMI et de la Banque mondiale. On va attaquer sévèrement le Tchad pour que le Tchad soit dépendant de la dette, pour que le Tchad soit obligé d'emprunter
emprunter et en allant emprunter que le Tchad accepte le dictat sécuritaire, le dictat géopolitique et géostratégique dont il veut sortir. L'attaque du marché est en réalité la déstructuration du tissu socio-économique et c'est potentiellement la déstabilisation politique d'un pays. Qui veut déstabiliser une société, une économie, qui veut déstabiliser un système politique attaque les marchés. C'est tout. Je vous rappelle qu'en 2008-2009, l'un des principaux mouvements les plus puissants des sociétés d'Afrique était le mouvement des émeutes de la faim. Mais les émeutes de la faim, elles sont en rapport avec l'inflation dans les marchés. Quand on provoque l'inflation, c'est-à-dire ici la hausse vertigineuse des prix dans les marchés, on provoque la faim, F-A-I-M. On provoque la colère dans la population. On provoque des émeutes et on peut provoquer ainsi une révolution par des méthodes cyniques. Les incendiaires de marché sont donc des pompiers pyromanes. Ils appauvrissent les pays dans le but de se rendre indispensables au gouvernement de ces pays-là. Ce sont des pompiers pyromanes qui mettent actuellement le feu dans les marchés du Togo, dans les marchés du Ghana et qui veulent mettre le feu dans les marchés du Tchad. Et tous les pays africains dont les dirigeants expriment des réticences et des démarcations envers la domination néocolonialiste et impérialiste vont être ciblés de cette façon. Les terroristes ont reçu mission d'attaquer les marchés. Les pays de l'Alliance des États du Sahel doivent redoubler de vigilance jour et nuit sur les marchés. Les marchés vont être ciblés. C'est une ligne, c'est un mot d'ordre des terreaux impérialistes. Attaquer l'Afrique par les marchés. Si on veut rapidement paralyser la société, si on veut rapidement révolter la société, qu'on attaque par les marchés. Puissent nos dirigeants au Mali, au Burkina Faso et au Niger tirer leçon de ce qui est en train d'arriver au Ghana et au Togo, de ce qui va arriver au Tchad, pour être prêts. Parce que de toutes les façons, pour le Mali, le Burkina et le Niger, ils vont faire ça pire. Ils vont faire ça pire. Il faut renforcer la sécurité des marchés, car ils vont s'attaquer au marché pour empêcher la dynamique de souveraineté qui est en cours. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous parler de cela. Que les dirigeants du Ghana, du Togo et du Tchad ne s'y trompent pas. Il ne leur sera pas pardonné les démarcations envers l'ordre impérialiste hégémonique occidental. Cela ne leur sera pas pardonné. Ils peuvent continuer. Certains d'entre eux, quoi qu'ils sont très forts, ils peuvent flatter les impérialistes, les néocolonialistes en tenant un langage feutré. Ça ne passe pas. Les impérialistes, les néocolonialistes sont des puissances binaires. Tu es avec eux ou tu es contre eux. D'ailleurs, leurs dirigeants se reconnaissent à ceci qu'ils disent souvent, je n'ai pas d'amis. Plusieurs dirigeants des puissances néocolonialistes et impérialistes disent ça ouvertement. On n'a pas d'amis. Tu es avec nous ou tu es contre nous. Donc, attention aux dirigeants togolais, aux dirigeants tchadiens, aux dirigeants ghanéens. Attention à eux de croire qu'ils vont bénéficier d'une indulgence. Il n'y en aura pas. Ce qu'il leur est demandé, au final, c'est de choisir entre l'AES et la CEDEAO. C'est de choisir entre le panafricanisme révolutionnaire, émancipateur du continent africain, et le néocolonialisme et l'impérialisme qui veulent perpétrer la servitude des Africaines et des Africains. C'est la question qui est posée. Et il faut y répondre clairement. Comme on dit chez moi à Douala, tu ne peux pas tontonner avec ça. On ne peut pas tontonner avec la question là. Tontonne, dans le français camerounais, ça veut dire tourner autour. On ne peut pas tontonner avec ça. Et c'est vrai de toutes les oppositions africaines là, qui aspirent au pouvoir et qui ne veulent pas s'exprimer clairement contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Ça ne passe pas. Aucune opposition africaine ne représente, n'incarnera l'espérance africaine si elle n'est pas capable de se positionner clairement sur tout ce qui concerne le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme. Vous ne vous exprimez pas là-dessus, n'espérez pas exercer le pouvoir dans l'Afrique du XXIe siècle. Ça ne passera pas. Les peuples africains sont en train de prendre conscience du fait qu'il faut faire allégeance à votre peuple, entièrement, et à sa cause, ou laisser la politique. Vous faites allégeance au peuple africain, vous servez le peuple africain, ou vous laissez la politique. Ne faites plus la politique. C'est ce que les peuples africains sont en train de dire à tous les dirigeants, qu'ils soient des dictateurs, des opposants, des soi-disant modérés. Le peuple africain veut des dirigeants dévoués. Des dirigeants dévoués. Des dirigeants sacerdotaux. Voilà ce qu'on veut maintenant à la tête de l'Afrique. Donc, si vous venez avec un discours là, vous voulez tonton, vous allez vous tontonner tout seul. On va vous regarder comme ça.